toujours au Forum Zéro Carbone à Nantes, Nantes Zéro Carbone. On va introduire la dernière séquence de notre journée au Musée des Arts de Nantes. Et après le beau dessin de la ville idéale, on espère tous qu'elle sera comme ça, mais pas forcément si facile. Mais il faut réfléchir à la ville avec de l'utopie, il faut penser le monde différemment. On va parler de bâtir la ville durable. Et avant d'accueillir nos invités, on va écouter Sylvain Grisot, qui est urbaniste, fondateur de Dixit.net, et qui a écrit un livre qui s'appelle Manifeste pour un urbanisme circulaire aux éditions Apogée, et qui va présenter quelques slides. On ne l'a pas fait jusqu'ici, mais pour lui, on lui a donné cette autorisation spéciale. 10 minutes de réflexion sur bâtir une ville saine et durable. À vous, Sylvain. Merci beaucoup. Je vais peut-être juste commencer, non pas par me présenter, mais par dire d'où je parle. Moi, je suis avant tout un praticien. Je fais la ville sur la ville, comme on dit dans la profession, de façon quotidienne. Je travaille sur des friches, j'essaie de trouver des solutions à des sites urbains qui ont perdu leur usage. Et ça m'a amené à travailler aussi pour mes étudiants et à réfléchir à cette question de montée en généralité. Finalement, à faire de la recherche basée sur l'action. Je fais plutôt de l'action-recherche que même l'inverse. Donc, je vais vous parler non pas de mes conclusions, mais de mes découvertes quand j'ai écrit ce bouquin qui s'appelle « Manifeste pour un urbanisme circulaire ». En fait, ce que j'ai compris en l'écrivant, c'est qu'on était dans l'impasse. Vous le savez, aujourd'hui, il y a de plus en plus d'humains, donc il y a de plus en plus de villes, et globalement, on a choisi un modèle qui est fondé structurellement sur la construction en neuf et en périphérie. Alors ça donne ça, c'est l'avancée de la ville, c'est 25 à 30 000 hectares par an qui sont consommés en France. C'est pas une anecdote, c'est aujourd'hui 5 stades de foot toutes les heures, c'est une vingtaine d'aéroports de Notre-Dame-des-Landes tous les ans. Donc on est sur un phénomène qui est diffus en France, mais qui est massif quoi qu'il en soit. Alors ça a quelques impacts qui sont importants. J'ai un problème. Ouais, puisque la fabrique de la ville est finalement au cœur des trois crises. À la fois la crise du climat, on en parle beaucoup aujourd'hui, mais aussi celle de la biodiversité et aussi celle des ressources. On est finalement une des causes, comme fabricant de ville, de ces trois crises, mais on est donc aussi à la base des solutions qui peuvent venir. Alors, des impacts, je l'ai dit, qui sont importants de l'étalement de la ville. Si je peux vous demander de... notamment des impacts écologiques, avec un impact direct sur les milieux naturels, des impacts aussi sur nos sols agricoles. L'essentiel de ces 25 à 30 000 hectares consommés sont des sols agricoles avec des problèmes de résilience alimentaire pour nous, mais aussi des questions de fragmentation sociale avec l'éviction aux franges des métropoles des foyers qui n'ont pas les moyens de se payer la proximité. Et puis évidemment, un impact climatique avec notamment la surutilisation de la voiture et donc l'émission de CO2 qui est associée. Alors, on est là-dessus, ce serait bien d'arriver à les passer, voilà. La voiture, c'est évidemment une des conséquences de l'étalement urbain, c'est aussi une de ses causes. Alors pour revenir un petit peu en arrière, en fait, on est sur un système urbain, un système de développement urbain qui est récent. L'adaptation de la ville à la voiture a commencé il y a moins d'un siècle. C'est 1925, Los Angeles, l'épicentre de la culture automobile, la première réglementation qui vient organiser, faire de la place finalement dans la rue pour l'irruption de la voiture. 1925, mais il ne s'est encore rien passé à l'échelle des territoires puisque l'étalement urbain ne commence qu'après la Seconde Guerre mondiale avec l'invention du modèle du suburb, juste après la Seconde Guerre mondiale. Monofonctionnalité, on habite dans ces quartiers et on n'y travaille pas. Initiative privée, et puis on vient s'installer parce qu'on crée du logement standardisé, industrialisé, sur un sol, un foncier qui est capable de porter finalement un logement standard. C'est donc du foncier agricole. Là, on est après la Seconde Guerre mondiale, mais ça décolle vraiment aux États-Unis dans les années 60, et ça commence uniquement au début des années 70 en France, avec l'abandon du modèle de la reconstruction, et finalement ce choix, cette réorientation vers le modèle périurbain, avec notamment le modèle du logement individuel. C'est la naissance d'un slogan, une France de propriétaires. Alors, politique de droite, vous allez me dire, et de gauche, c'est le en même temps des politiques urbaines, puisque ça décolle vraiment en France qu'à partir de la décentralisation. Donc c'est à partir du milieu des années 80 qu'on voit vraiment décoller l'étalement urbain en France, et finalement on fait le choix d'un modèle, un modèle de développement urbain qui est organisé autour...
Voilà, autour d'une dissociation des fonctions, hein, notamment on ne travaille plus là où on habite, leur éloignement avec notamment la place des infrastructures routières là-dessus, ce système automobile qui vient irriguer cette nouvelle fabrique de la ville, et puis une forme de dilution de la ville puisque ces infrastructures, les parkings, les routes, etc. prennent de la place, beaucoup de place, on le sait, dans nos villes. Alors, tout ça est donc très récent. Le milieu des années 85, c'est le démarrage, ça veut dire que ça a 50 ans. C'est rien à l'échelle de la vie de nos villes. C'est 3 fois rien, mais à l'échelle de nos vies, en fait, autour de la table, là, aujourd'hui, vous avez toujours connu que ça. On a toujours connu que ça dans notre vie consciente. Et c'est aujourd'hui un modèle dont il est très difficile d'imaginer qu'on peut faire autre chose. Alors moi, ce que je propose avec l'urbanisme circulaire, vous allez voir, c'est quelque chose de très simple. C'est finalement un modèle alternatif à ce modèle récent qui permet, qui prend acte finalement des principes de l'économie circulaire. En se disant que cette ressource finalement limitée, hein, cette matière première de la fabrique de la ville, c'est le foncier. C'est le sol en termes d'espace, en termes de place prise. Et c'est une ressource qui est limitée, non renouvelable, le foncier, et on a une forme d'obsolescence programmée dans la façon dont on fait la ville, c'est-à-dire qu'on fait des bouts de ville pour un usage unique, et derrière, on a une génération de friches, des logements vacants, des délaissés routiers, etc., etc. C'est ça la poubelle de la fabrique de la ville. L'idée de l'urbanisme circulaire, c'est de dire qu'on peut avoir des boucles alternatives, et qu'une fois qu'on a consommé un sol agricole, on peut conserver ses usages, ou en tout cas venir chercher sur ce sol déjà urbanisé la réponse à nos besoins d'urbain. C'est finalement cette idée qu'on peut à la fois se développer, faire projet d'avenir, sans pour autant croître en termes de surface de la ville. C'est déjà éviter de construire en utilisant mieux nos bâtiments, en intensifiant les usages de l'existant, éviter de déconstruire en transformant des bâtiments, éviter aussi de s'étaler, à la fois en densifiant des espaces fonciers disponibles dans la ville, et ils sont nombreux, ou en recyclant notamment les friches. Et puis la dernière des boucles, c'est la renaturation, admettre que certains sols ont vocation à retourner finalement à des usages de nature. Alors tout ça est bien beau, mais il y a le feu. On a une urgence. On parle beaucoup de la ville du futur. On a encore parlé de la ville du futur aujourd'hui, mais moi j'ai coutume de dire que la ville du futur, elle est déjà là. 80% de la ville de 2050 est déjà autour de nous. Ça veut dire que les 20% qui nous restent à faire, on doit les faire bien immédiatement, mais ça veut dire surtout qu'on doit enfin se préoccuper des 80% du déjà là. Alors la bonne nouvelle d'aujourd'hui, parce qu'il y en a, c'est que j'ai strictement rien inventé. J'ai mis des mots sur les choses, c'est une forme de boussole, l'urbanisme circulaire, mais c'est certainement pas un concept théorique, c'est certainement pas une utopie, c'est déjà là. C'est déjà là parce qu'on a des milliers d'opérations exemplaires, on en a à Nantes, on en a ailleurs, des pionniers qui font déjà l'ensemble de ces actes-là. La question, par contre, c'est comment on massifie et comment on fait modèle avec ces différentes initiatives. Quelques initiatives, c'est par exemple travailler sur les temps pour intensifier les usages de la ville, avec notamment l'urbanisme transitoire ou des réflexions sur les temps d'ouverture de nos équipements publics. C'est travailler sur la transformation de bâtiments plutôt que de les démolir, des bâtiments emblématiques, mais aussi des bâtiments du quotidien comme des copropriétés. C'est travailler sur des densifications douces en venant poser des maisons à côté de maisons existantes. Et puis, c'est recycler ou transformer des espaces qui sont aujourd'hui des espaces peu traités, peu utilisés, qui sont notamment les espaces d'activité économique dans lesquels il y a énormément de potentiel pour demain. Alors, tout ça... on a un autre problème, voilà. Et puis on a les friches, on a les fameuses friches industrielles, et puis les friches de demain, qui sont déjà les friches d'aujourd'hui aux États-Unis, qui sont les grands secteurs commerciaux sur lesquels on sait qu'on a une obsolescence accélérée. Ça veut dire qu'on a beaucoup de solutions aujourd'hui qui sont dans la ville. Beaucoup de solutions déjà là pour répondre à nos besoins d'aujourd'hui, nos besoins de demain. La question, c'est comment on massifie l'ensemble de ces questions. Alors oui, il faut bifurquer. Il faut bifurquer, et c'est un changement assez radical de la fabrique de la ville. Il faut qu'on réapprenne aussi nos métiers. Il se trouve que les 150 de la Convention pour le climat ont compris que c'était un sujet carbone, alors que c'était pas à l'agenda pour eux. C'était un sujet carbone puisque ça a des impacts clés finalement sur nos émissions carbone. Ils ont compris ça, ils l'ont mis à l'agenda, et on a 13 des 149 mesures proposées par les 150 qui portent sur cette question d'économie des sols. La clé des sols, elle doit être mobilisée, alors évidemment par nécessité. On a 3 grandes crises face à nous auxquelles on a la responsabilité
responsabilité comme acteur de la ville de répondre, mais aussi tout simplement par opportunité. Parce que c'est aussi miser plus sur l'intelligence, miser sur le complexe, miser sur des projets plus intelligents, plus intéressants pour les professionnels, mais aussi pour derrière les acteurs publics et privés et les organisations. C'est aussi une opportunité de faire la ville qu'on a envie de faire. Finalement, cette ville frugale en sol, frugale en matière, frugale en énergie, c'est aussi une ville de la proximité, on en a parlé ce matin, c'est aussi une ville pour tous, et évidemment, c'est la clé du sujet, et c'est aussi une ville résiliente. Donc voilà, je vous invite, pour en savoir plus, évidemment, à lire le bouquin, et puis à vous reporter sur Dixit.net, puisque toutes les semaines, dans une newsletter, on donne la parole à celles et ceux qui font déjà l'urbanisme circulaire. Merci à vous. Merci beaucoup, Sylvain. On se retrouve dans quelques minutes pour le débat. Merci beaucoup. Merci.